Bonjour et bienvenue à une nouvelle séance de cours qui va porter, comme on le voit ici, sur Lady Jane Grey, mais cette fois-ci sera différent de la précédente. Ça va porter sur le 10 juillet 1553, intitulé Une reine malgré elle, donc lorsqu'elle sera proclamée reine. Plan de la séance, la proclamation de Jane Grey comme reine. On va voir la réception par la population de la noblesse et l'attitude de Jane face à son ascension au trône. Introduction. 10 juillet 10 juillet 1553, Lady Jane Grey est officiellement proclamée reine d'Angleterre. Elle a 15 ans. Ce jour, qui aurait dû symboliser un couronnement triomphal, je l'ai mis en guillemets parce que couronnement, habituellement, c'est un sacre. Donc, il cédule une journée pour faire un sacre. C'est comme un sacrement à l'église, un peu comme la profession de foi et une confirmation, qui symbolise le fait que le roi est un représentant de Dieu, entre guillemets. C'est un événement religieux, mais il n'aura jamais lieu parce que ça marque le 10 juillet 1553 marque en réalité un début d'un règne fragile, presque fantomatique, et il sera éphémère. Il durera que 9 jours, donc elle n'a jamais vraiment été couronnée, même si elle est reine. Jane ne revendique pas le trône de son propre chef. Elle est propulsée à la tête du royaume par la volonté politique d'un petit cercle de conseillers, en particulier son beau-père, le duc de Northumberland, mais ni le peuple, ni une large partie de la noblesse n'ont été consultés ou convaincus de cette légitimité. Cette séance explore donc ce moment charnière où Jane devient reine, mais sans autorité réelle, sans adhésion populaire, et sans même la conviction intime qu'elle est la souveraine légitime du trône d'Angleterre. La proclamation de Jane Grey comme reine, la mort d'Édouard VI, qu'on voit ici, et l'activation du plan de succession. Édouard VI meurt le 6 juillet 1553. Sa mort est tenue secrète pendant quelques jours afin que les partisans de Jane puissent organiser la transition. Bon, on voit ici Lady Jane Grey. Et là, avec un nouveau logiciel qui a été inventé, on peut voir à quoi qu'elle ressemblerait si ça aurait été non pas un portrait, mais une photographie de Jane. Ouais. Bon, le 9 juillet, Jane est convoquée à la Tour de Londres, alors qu'elle est encore ignorante de ce qui l'attend. Là, elle apprend qu'elle va être proclamée reine selon les dernières volontés d'Édouard. Le lendemain, le 10 juillet, elle est officiellement reconnue comme souveraine par le conseil privé et proclamée dans plusieurs endroits de Londres. Bon, la mise en scène du pouvoir. La proclamation suit un protocole traditionnel. Les héros d'armes annoncent son nom dans les rues depuis la Tour de Londres jusqu'à Cheapside. On voit ici la Tour de Londres, qui est à la fois un palais et une prison politique. La population, surprise, assiste sans enthousiasme à cette déclaration. Jane entre officiellement dans la Tour de Londres en reine, comme le veut la coutume pour les nouveaux monarques. Pas dans la prison, la Tour de Londres, mais plutôt dans le palais, le palais résidentiel. Bon, mais contrairement au précédent couronnement, il n'y a couronnement ou plutôt ici, ça serait plutôt proclamation. Il n'y a ni liasse populaire, ni démonstration d'allégeance spontanée. Le silence pesant qui entoure cette proclamation annonce déjà le peu de soutien que Jane dispose. Un acte sans légitimité dynastique claire, le fait que Jane ne soit ni fille ni sœur d'un roi rend la désignation inédite.
Elle est l'arrière-petite-fille d'Henri VII, mais ni sa filiation ni son mariage ne la placent naturellement au sommet de la hiérarchie dynastique. Voici les Tudors, Henri VIII, fils d'Henri VII, Édouard VI, fils d'Henri VIII, et Élisabeth Ier et Marie Ier, qui sont les demi-sœurs d'Édouard VI, et sont aussi les filles d'Henri VIII. Bon, il y a déjà eu un précédent qu'un petit-fils avait hérité du trône, Richard II Plantagenet, parce que son père, le prince de Galles, était décédé avant le roi. Donc, c'est Richard II qui avait hérité du trône. Mais c'est assez rare. Mais c'est assez rare, mais ça peut arriver. Bon, le testament d'Henri VIII désignait Mary et Élisabeth comme héritières après Édouard. Le document rédigé par Édouard VI pour écarter ses sœurs est vu par beaucoup comme une manœuvre politique illégale. En somme, la proclamation de Jane se heurte dès le départ à des obstacles majeurs, une légitimité fragile, un soutien limité et une population qui ignore ou rejette ce coup de force. La réception par la population et la noblesse. Une indifférence populaire manifeste. Dans les jours qui suivent la proclamation, les réactions populaires sont tièdes, voire hostiles. Les habitants de Londres, majoritairement catholiques ou traditionnalistes à l'époque, ne voient pas en Jane une héritière naturelle. Les proclamations faites en son nom sont accueillies dans un silence glacial, parfois même par des moqueries ou des murmures de soutien à Mary Tudor. Des rumeurs circulent rapidement selon lesquelles Mary, la sœur aînée d'Édouard, serait en route pour revendiquer le trône. Ce manque d'enthousiasme populaire fragilise d'emblée la position de Jane. La noblesse reste divisée. La proclamation ne reçoit pas non plus de soutien massif au sein de l'aristocratie. Plusieurs grands nobles, même protestants, hésitent à reconnaître Jane, soit par fidélité dynastique, soit par peur de l'instabilité. Certains attendent de voir comment les choses évoluent avant de se déclarer pour ou contre. En revanche, le conseil privé de Jane, composé essentiellement d'alliés de Northumberland, tente de faire croire à une unité gouvernementale. Mais très vite, les choses basculent. Le 11 juillet, Mary Tudor se déclare officiellement reine depuis le Suffolk, où elle rassemble des troupes et reçoit le soutien de nombreux nobles. À partir de ce moment, le rapport de force commence à pencher en sa faveur. Une proclamation qui isole plus qu'elle ne rassemble. En somme, la proclamation de Jane Grey, au lieu de provoquer un élan d'adhésion nationale, isole politiquement la jeune reine. Elle apparaît comme le jouet d'un clan, les Dudley. Son autorité est contestée dès le premier jour et elle n'a pas le temps de l'asseoir. L'attitude de Jane face à son ascension au trône. Une surprise teintée d'angoisse. Jane n'a pas été consultée dans le choix de son ascension. Lorsqu'on lui annonce qu'elle sera reine, elle tombe à genoux, pleure, proteste. Elle affirme qu'elle n'est pas faite pour régner et que Mary est l'héritière légitime du trône. Ces réactions montrent une conscience aiguë de sa position. Elle sait que sa nomination n'est pas populaire. Elle mesure les risques, aussi bien politiques que personnels. Une conscience morale et religieuse forte, pardon. Malgré ses doutes, Jane accepte la couronne par devoir religieux et moral. Parce que, comme le roi est entre guillemets un représentant de Dieu sur terre, on ne peut pas décevoir Dieu, remettre en question la parole de Dieu, entre guillemets, mais c'est comme un intermédiaire, de un. Et de deux, ben, c'est mal vu, refuser la couronne, surtout que c'est dans les dernières volontés de quelqu'un, tu refuses
de les exécuter, ben c'est comme si tu... Est-ce qu'il va trouver le repos? Est-ce que le défunt va pouvoir trouver le repos ou pas? On le sait pas exactement, là, ce qui se passe dans l'au-delà. Mais bon. Elle voit dans la volonté du roi défunt une injonction divine, comme ce que je parlais tantôt, qu'elle ne peut refuser. Elle pense aussi qu'en tant que protestante, elle doit empêcher le retour du catholicisme avec Marie Tudor. Elle tente donc d'exercer l'autorité royale selon ses principes. Elle tient un conseil, signe des documents, reçoit des ambassadeurs. Elle refuse cependant de donner à son mari Guildford Dudley le titre de roi, provoquant un conflit immédiat avec sa belle famille. Enfin, bref, donc, il n'est que prince consort. Bon, une reine sans trône, comme on voit ici, le trône de Saint-Édouard, et avec un X. Bon, Jane incarne une forme d'autorité légale, mais impuissante. Elle vit recluse dans la Tour de Londres, son palais provisoire. Elle est coupée du royaume, sans troupes, sans relais dans les provinces. Elle est traitée avec respect, mais dans un isolement croissant. Sa position est donc paradoxale. Elle est reine, en droit, selon un document contesté, mais n'a ni les moyens politiques, ni la reconnaissance populaire pour gouverner. Conclusion, le 10 juillet 1553 est une journée historique, mais aussi profondément ironique. Jane Grey devient reine non pas parce qu'elle le souhaite ou y est prédestinée, mais parce qu'un jeu de pouvoir la pousse sur le trône. Le peuple, la noblesse et même une partie de son entourage l'aperçoivent comme une reine de papier. Dès le premier jour, son règne est miné par l'absence de légitimité, le manque de soutien et l'émergence rapide d'une opposition incarnée par Marie Tudor. Ce règne commence dans le silence et la contrainte et durera à peine 9 jours. Lors de la prochaine séance, nous allons voir l'étude du 11 juillet où Mary Tudor entre en scène avec ses premières manœuvres militaires, la manière dont Jane tente malgré tout d'exercer son pouvoir dans un contexte de plus en plus hostile. Bon, voici ici une biographie suggestive, des ouvrages spécialisés sur Lady Jane Grey et des ouvrages généraux sur les Tudors et le contexte politique. Si vous voulez aller plus loin, c'est toujours facultatif, mais si vous voulez, en voici. Bon, il y a aussi des sources primaires et des articles spécialisés aussi qui peuvent vous aider à aller plus loin si vous le souhaitez. Dont The Letter of Roger Ascham, 1864, qui est un humaniste. Roger Ascham est un humaniste et éducateur des aides-premières et a rencontré Jane et a transmis un célèbre témoignage sur sa piété et sa conscience morale. Il y a également Monarchy and Succession de Mary Tudor, qui est utile pour comprendre la légitimité dynastique contestée de Jane Grey et la rapidité du basculement vers Marie. On a aussi un volume sur le Tudor période, 1485 à 1603. C'est un recueil de textes contemporains incluant des proclamations, lettres du conseil privé, réactions officielles à la montée sur le trône de Jane. Ça, c'est si vous voulez, encore une fois, aller plus loin. Bon, sur ce, moi, j'ai terminé. On se revoit dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous voulez, vous pouvez faire un pouce en l'air ou faire un commentaire. Toujours très apprécié, ou même vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Sur ce, à plus!